parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, nous nous faisons le plaisir de décrypter l'actualité pour vous aider à mieux la comprendre. Et ça dure toute la semaine pratiquement, en tout cas du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité. Vous nous regardez à la télé sur Espace TV à Kania, la capitale des agrumes, sur Radio Espace Kania. Vous nous regardez également à Kankan, dans le Nabaya, sur 99, bien entendu. Merci à tous de votre fidélité. Le professeur Djibril Tamsir Niane n'est plus de ce monde, mais ses œuvres, si, auteur de Sundiata Keita ou l'épopée Mandeng, il demeure un de ces historiens qui ont pris l'initiative de parler du passé de l'Afrique avec les Africains. Cette Afrique souvent caricaturée au point de présenter ces peuples comme de simples sujets qui subissent l'histoire. Le travail gigantesque de rédaction de l'histoire générale du continent noir qu'il a co-dirigé avec le professeur Joseph Kizerbo dans les années 60 a voulu donc raconter le passé glorieux des différentes régions, présenter les mœurs, les politiques médiévales faites de royaumes et d'empires. Témoignage ce matin donc de l'engagement intellectuel d'un homme qui a consacré sa vie à l'écriture avec Dr Ali Gilbert Ifono, écrivain et historien. Il est avec nous en studio. Vous allez donc écouter son témoignage. Mouvement de colère depuis hier matin à Fria. Les femmes veuves bloquent l'accès à l'usine d'Alumine. Épouses de travailleurs décédés, elles réclament à la compagnie Russal des pensions et une véritable assistance pour leur famille. C'est l'autre phase de cette crise qui dure depuis 2010 qui se manifeste donc. Cela fait 8 ans que ces femmes font des démarches auprès de la compagnie pour obtenir leurs droits. L'implication des autorités non véritables n'a malheureusement encore permis d'arranger les choses. Nous allons avoir donc ce matin depuis Fria, Madame Fatoumata Marc Diallo, elle est la porte-parole des veuves. Elle va nous expliquer de quoi il s'agit réellement. D'autres sujets viendront donc compléter ces deux premiers. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Et vous le savez, cette émission interactive, vous pouvez nous écrire au 657 39 13 13 ou sur Twitter au hashtag Espace GG. Encore une fois, merci de nous rejoindre avec Daouda Mohamed Kamara en studio. Bonjour. Bonjour Moussa Hiro, bonjour à tous. Bonjour Mafoudia Bangora. Bonjour Hiro, bonjour à tous. Moussa Moïse Silla. Moussa Hiro Ba. Djaja, bonjour. Homo masculin. Homo féminin, Moussa, bonjour. Moussa. Bonjour. Bonjour Jacques Léo. Bonjour madame et bonjour à tous. Bien, les autres certainement nous rejoindront avec le temps, mais on va commencer cette triste nouvelle qui a affecté les Guinéens, qui a affecté en tout cas toutes les personnes qui ont étudié la langue française, qui ont fait l'histoire de la Guinée, de l'Afrique, avec ce décès, cette grande disparition. Nous avons le doyen Ali Gilbert Ifono dans ce studio. Bonjour doyen. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous ce matin. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Très bien. Allez-y Jacques Léo. Alors d'abord, pour commencer, comment vous avez perçu cette disparition? Qu'est-ce que ça représente pour vous intellectuels, pour vous qui travaillez pour donner à l'Afrique son histoire? Et c'est avec grande douleur que nous avons appris cette triste nouvelle. Et personnellement, je l'ai ressenti avec tout le poids, parce que en plus qu'il ait été, disons, un grand homme de culture, un enseignant de premier ordre, il a été mon professeur. Okay. Donc vous imaginez que quand vous perdez celui-là qui vous a formé, celui qui vous a donné une partie de lui-même, vous savez que ça se gère difficilement. Donc sur plusieurs plans, je suis affecté par la disparition du doyen Djibril Tamsir Niane, qui nous quitte quand on avait encore besoin de lui. C'est vrai, nous autres, nous pouvons parler de lui au pluriel, mais vous parlerez de lui au singulier. Parce que tout ce que vous avez pu partager, le savoir qu'il vous a transmis, quel honneur d'avoir vraiment été l'élève, le disciple de l'immense Djibril Tamsir Niane. Mais aujourd'hui, en tant que Guinéen, en tant que jeune Guinéen, peut-être que je me trompe, mais j'ai comme l'impression que nos élites ne sont pas valorisées, en tout cas à la dimension qu'elles méritent.
Djibril Tamsinian, c'est à Dakar qui s'est éteint. On me dira que c'est tout de même c'est le sort du destin, c'est le destin qu'il a voulu ainsi. Mais de son vivant, je ne sentais pas, même en Guinée, autour de lui, tout ce qu'il mérite en termes de valorisation, en termes de mise en avant, de mise en lumière, de tout le combat qu'il a mené quand même depuis des années. Est-ce que vous faites le même constat? Bon, c'est un peu difficile pour moi de partager votre point de vue. Oui. Pour nous, moi je ne me mets pas à la place de ceux qui distribuent ce dont vous parlez. Oui. Mais je crois qu'il a fait ce qu'il devait faire. Vous savez, le plus important, il n'est pas de se demander qu'est-ce que mon pays fait pour moi, mais qu'est-ce que je fais pour mon pays. Et je crois que sur ce plan, Djibril Tamsinian a rempli sa mission. Il a été un enseignant, mais alors un enseignant chevronné, et qui, à un moment donné, a renoncé à sa carrière universitaire pour répondre présent à l'appel de la patrie. Parce qu'il est rentré en 59, quand nous avons pris l'indépendance en 58. Donc c'est des gens qui pouvaient rester en France, continuer leurs études, devenir certainement quelque chose de l'autre côté, mais très tôt, il a choisi de rentrer au pays. Je vous comprends, je comprends votre préoccupation, mais je crois qu'il n'est pas venu avec derrière la tête l'idée d'attendre quelque chose. Oui. Bon. Tant mieux s'il en a eu, et s'il n'en a pas eu, il ne l'a pas affiché pour qu'on sache. En tout cas, il n'a pas dit qu'il est frustré parce qu'il n'a pas eu ci, il n'a pas eu ça. Pour nous, il a pleinement rempli sa mission. Il a été un bon enseignant, il a été un écrivain, il a été un homme de culture parce qu'il a fait du théâtre aussi. Bien sûr. Il a été un metteur en scène. Donc, et vous l'avez rappelé tantôt, il a fait partie de ceux-là qui ont rédigé l'histoire générale de l'Afrique, dont il a dirigé le volume 4. C'est l'un des meilleurs du reste. Donc, je crois qu'on peut être fier quand même. Auprès de l'immense Joseph Kizerbo. Je veux juste, pour finir, pour cette question, quand il dit que la vie des anciens serve d'exemple, car le monde est vieux et que l'avenir sort du passé. Oui. Il a dit que la vie des anciens doit servir d'exemple, car le monde est vieux et l'avenir sort du passé. Moi, je prends ça comme étant un relais qui souhaite faire passer un peu à la jeune génération que nous sommes. Est-ce que après la disparition de Djibril Tamsinian, je ne parle pas de vous, mais est-ce que vous pensez que le flambeau sera maintenu? C'est une mission qui nous revient à nous tous. Hein. Chacun de nous a sa partition à jouer. Le professeur a fait son travail. Il a formé des cadres. Nous sommes nombreux, ici, ailleurs, au Sénégal, en France, un peu partout. Il a formé. Je crois que nous n'avons pas le droit de laisser tomber ce flambeau qu'il a allumé. Et nous devons continuer à l'entretenir. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Oui, mais c'est vrai, parce que quand on parle histoire, oui. Quand vous dites à un étudiant, tu vas faire histoire, il risque de ne plus vous saluer. Hein. Il risque de ne plus vous dire bonjour. Bon, mais juste... Parce que peut-être aujourd'hui le débat c'est l'intérêt qu'on est en train de cultiver autour de cette matière. Parce que quand même, la mission que lui, il s'était donnée avec, bien entendu, Joseph Kizerbo, c'était de rédiger l'histoire de l'Afrique à partir des témoignages des anciens, donc de ceux qui ont connu, n'est-ce pas, ce passé, et non venir tout simplement caricaturer les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, ce travail est en train d'être perpétué? Mais bien sûr, l'histoire, vous savez, il a fait son travail. Du moins, les historiens de sa génération ont fait leur travail. Et ils ont mis à la disposition de nos responsables, de nos gouvernants, de la matière. Parce que quand vous voulez diriger, quand vous aspirez à diriger un pays, à diriger un peuple, il faut en connaître l'histoire, il faut en connaître la sociologie de base. Si vous ne la connaissez pas, vous flottez au-dessus des réalités. C'est-à-dire vous décidez, mais ça ne correspond absolument à rien parce que vous ne savez pas d'où est parti justement ce peuple dont vous avez la destinée. Donc, le professeur Kizerbo, le professeur Djibril Tamsinian et tant d'autres ont mis à la disposition des responsables de la matière.
Parce qu'on dit généralement que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et les historiens sont chargés justement de dépoussiérer ce passé, de le mettre à disposition et à chacun de prendre ce qui lui revient pour armer, disons, son intellect et se mettre à la disposition du peuple. Il ne tombe jamais comme ça du ciel pour venir s'asseoir devant un peuple pour dire c'est moi qui vous dirige. Ça se cultive, ça s'apprend. Et cette matière, le professeur Djibril Tamsir Niane et bien d'autres l'ont suffisamment cultivée. Si on ne s'en sert pas, ce n'est pas la faute à celui qui a enseigné, mais c'est bien la faute à celui qui ne veut pas s'en servir. D'accord. Alors, son livre le plus connu, Soundiata ou l'épopée mandingue, c'est la suite logique d'un travail de mémoire qu'il a eu à effectuer. À l'époque, je l'ai écouté, il le disait, peu croyaient qu'on pouvait avoir des informations parce que du côté de l'Afrique, avec les griots, lui, il y croyait. Il est venu, il a fait ce travail. Est-ce que vous pouvez revenir sur sur ce que cela a apporté, ce travail de Djibril Tamsir Niane à l'époque, aux Africains, au monde entier? Quel regard ça a changé pour l'Afrique? C'est un regard positif parce qu'avant son ouvrage dont vous faites référence, on regardait la tradition orale avec beaucoup de mépris. On pense que les griots racontent ce qu'ils ont à raconter, cherchent à vivre, cherchent à avoir du sou. Mais Djibril Tamsir Niane, très tôt, a fait partie de cette élite qui a prouvé qu'à partir de la tradition orale, on peut tirer matière pour histoire. Soundiata ou l'épopée mandingue est partie justement du recueil des informations qu'il a réalisées à travers la Haute-Guinée. Et il a réussi. C'est un petit ouvrage de moins de 150 pages, mais qui a fait écho et qui finalement même, je peux dire entre guillemets, qui lui a fait du mal parce que finalement, on ne connaît rien d'autre de Djibril Tamsir Niane que ce livre, tellement il a été important. C'est pour répondre à votre question que ce livre a replacé l'Afrique au centre de la recherche historique. Si hier, on regardait la tradition orale avec beaucoup de circonspection, avec beaucoup disons clairement avec beaucoup de mépris, c'est lui qui l'a imposé. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire l'histoire de quoi que ce soit sans en référer à la tradition orale. C'est vrai, c'est pas aussi simple, il y a une méthodologie. Parce que c'est pas tout ce qu'on vous raconte qu'il faut prendre pour de l'argent comptant. Il faut pouvoir décanter, prendre l'essentiel, le croiser avec la réalité du terrain. Ça vous permet de mettre la main sur l'élément dont vous avez besoin pour construire votre histoire. Donc, le travail de Djibril Tamsir Niane, le professeur Djibril Tamsir Niane a replacé l'Afrique au centre de la recherche historique. Son œuvre a été traduite en plus de 12 langues et enseignée dans beaucoup d'universités à travers le monde. C'est une fierté pour nous, c'est une fierté pour l'Afrique. J'imagine que cet ouvrage, avant qu'il ne sorte, il a fallu du temps, il a fallu beaucoup de recherche. Et c'est la question que je pose aujourd'hui avec la jeune génération. Est-ce qu'il y a encore le temps de la recherche? Est-ce que les recherches continuent aujourd'hui? Par exemple, qu'on ait de nouveaux ouvrages, justement pour, comme vous l'avez dit, on n'a pas le droit d'abandonner le travail entamé par le doyen aujourd'hui qui n'est plus parmi nous. Est-ce qu'il y a des activités de ce genre qui continuent sur le terrain? Parce que nous avons beaucoup de choses, je pense, à ressortir à la place publique encore, en parlant de fouilles sur le plan historique. Est-ce que ce travail-là continue, doyen Gilbert? Le travail continue. Bon, peut-être pas tel que vous le souhaitez. Aujourd'hui, tout le monde veut aller à l'informatique, tout le monde veut aller aux sciences, à des nouvelles technologies de l'information. Et on cultive même ça chez les étudiants. C'est ce qui fait que, à des rentrées universitaires, on a souvent la difficulté à avoir des étudiants en histoire parce qu'on a mis dans la tête, si vous faites histoire, c'est pour aller enseigner, si vous faites français, c'est pour aller enseigner, philosophie, c'est pour aller enseigner. Or, s'il n'y a pas tout ça, ça va être une société technologique, et ce sera du vacarme, et je ne sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme élément substantiel pour écrire notre histoire. Mais qu'est-ce qui est fait pour encourager justement la jeune génération à y aller? Mais c'est ce que je vous dis. Nous, on est... Bon, c'est
Après Nian, nous sommes de la 3e génération. Nous essayons d'entretenir l'atmosphère. Ce n'est pas aussi simple. Nous écrivons, nous publions. Et nous avons même un projet, l'histoire générale de la Guinée. Et nous cherchons le financement. Nous avons des promesses par-ci, par-là. Ce n'est pas facile pour les propriétaires de la manne de lâcher. Ils lâchent plus facilement quand c'est la musique, quand c'est le vacarme là que l'on fait. Ils mettent plus facilement de l'argent. C'est vrai. Allez assister à une dédicace d'une musique, n'importe quoi, quelque part là-bas. Vous allez voir. Si vous ne venez pas tôt, vous n'aurez pas de la place. Mais dites que c'est la dédicace d'un livre d'histoire. Si vous ne sortez pas chercher des gens pour venir les installer et vous écouter, ce n'est pas facile. Or, c'est une matière fondamentale dans la vie de la société. On a beau se développer, on a beau aller dans la Lune. Actuellement, on cherche à aller dans Mars. Mais si vous ne connaissez pas l'histoire sur laquelle vous avez posé les pieds, je crois que vous faites fausse route. Moi, ma question arrive effectivement à ce niveau. Djibril Tamsir Nian a certes bien travaillé. Vous également, vous êtes en train de travailler, d'autres comme vous sur l'histoire de la Guinée, autres sont en train de travailler. Mais est-ce qu'il y a des travaux aujourd'hui comparatifs sur ce que Djibril Tamsir a fait, sur ce que Ali Gilbert Ifono a fait, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Est-ce que la nouvelle génération est en train de travailler aujourd'hui dans le sens de confirmer ce que vous avez dit ou d'infirmer? Mais oui, dans les universités, il y a des départements d'histoire, il y a des chaires d'histoire qui ont des projets de recherche, qui ont des travaux de terrain. Ce n'est pas, vous savez, vous ne pouvez pas le savoir comme si c'est tous les matins, les grandes gueules, bon, chacun ouvre pour regarder. Ça se fait vraiment de la façon la plus ordinaire, mais les départements d'histoire travaillent, les chaires d'histoire travaillent, les professeurs d'histoire travaillent. Donc, ne croyez pas que après le professeur Djibril Tamsir Nian, c'est le déluge. Nous le regrettons. Néanmoins, il y a des difficultés pour faire la recherche en Guinée, docteur. Les difficultés pour faire de la recherche en Guinée. Mais naturellement, je vous ai parlé d'un projet que nous avons, ça fait près de 10 ans. Nous n'arrivons pas à trouver les financements. Il vous faut combien Il vous faut combien? Quel montant vous n'arrivez pas à obtenir, par exemple? On va avoir une idée. Les grandes gueules ne peuvent pas me l'offrir, quand même. Évidemment, mais il y a des gens qui écoutent. On ne sait jamais. Bon. On ne sait jamais. Non, de toutes les façons, on vous déposera copie du projet. Vous allez nous aider à passer le message. Et je ne veux pas me mettre à détailler les montants pour ne pas effrayer ceux devant lesquels nous allons nous présenter demain. Bien. Pour dire, je sais pourquoi vous êtes là, c'est ci, c'est ça. Bon. Allez-y, Antoine. Sachez simplement qu'il faut effectivement des moyens, et alors des moyens sérieux pour faire la recherche. Parce que, Nian, vous avez entendu parler des fouilles archéologiques de Niani en 65, en 68, en 73. Il a pu, à partir de là, situer la présence de la capitale Niani sur le territoire guinéen. Ces trouvailles, ces pierrailles qu'il a pu rassembler sont encore au musée de Sandarvalia pour analyse. Ça fait combien? De 65, 68, 73. Cette pierre est restée longtemps en Pologne, parce que l'équipe a été co-dirigée par Philippe Owiak, un archéologue polonais, avec Djibril Tamsir Nian. C'est eux qui ont réussi à identifier, à positionner la capitale de l'Empire en territoire guinéen. C'était un acquis extraordinaire, parce que chacun voudrait avoir cette capitale sur son territoire. Et il y a eu même des travaux contradictoires, des thèses même, pour attaquer le professeur Djibril Tamsir Nian, mais ils n'ont pas réussi parce que très tôt, quand les jeunes États indépendants étaient à la conquête de leur nationalisme, lui, très tôt déjà, il s'est engagé et il est parvenu avec les moyens. À l'époque, les moyens, on les mettait. La recherche, ça coûte. Comme on le dit couramment, le beau, le bien, ça a du prix. À l'époque, on en a mis. Mais depuis que ces pierres sont conservées au musée de Sandarvalia, on n'a pas pu les analyser.
nous nous sommes battus. C'est quand j'étais ministre de la Culture, on a réussi à ramener toutes les caisses là pour les conserver au moins chez nous. Puisque s'ils restaient indéfiniment en Pologne, on ne sait pas ce que les autres allaient en faire. Mais on les a ramenés, peut-être qu'un jour ou l'autre, nos enfants qui vont faire histoire vont s'en servir pour confirmer les thèses avancées par le professeur Djibril Tamsir Niane. Monsieur Ifono, cela m'amène à poser une question liée à la place réservée à l'histoire ou aux hommes d'histoire dans notre pays. Certes, vous disiez que Djibril Tamsir n'était pas frustré par rapport au traitement qui lui était réservé, mais nous constatons qu'à l'étranger, ces historiens ont été davantage considérés parce qu'ils ont remporté des prix dans des événements à l'étranger. Mais en Guinée, je doute fort que la nouvelle génération ait connu Djibril Tamsir Niane par rapport à ce qu'il a représenté pour le pays. Alors j'ai envie de savoir, qu'est-ce que vous pensez de la place réservée à l'histoire en Guinée? Vous avez cité tantôt le musée national de Conakry, de Sanevalia, dans un état piteux. Il y a celui de Bouquet, où on a été récemment, qui est méconnaissable. Comment est-ce que vous voyez la place que réserve notre administration à l'histoire et à ces hommes? Mais je n'ai pas bien saisi le... Aujourd'hui, on a des élites comme Djibril Tamsir Niane qui est parti, on a Tchernomone Nembo. On a l'impression aujourd'hui que la jeunesse sait très peu de choses sur tous ces hommes qui ont travaillé dans les lettres, dans la culture. Qu'est-ce que l'État est censé faire et qui n'est pas en train de faire pour valoriser ces élites? Qu'est-ce qui ne marche pas finalement? Bon, je ne pourrais pas faire l'inventaire de tout ce qui manque ou tout ce qui ne marche pas. Mais ce que je sais, c'est que on est en train, dans les universités, je vous l'ai dit un peu plus tôt, que nous avons des départements d'histoire, des départements de sociologie, des départements d'anthropologie. Ce sont là des éléments qui permettent de former la jeune génération à s'intéresser au patrimoine historique, au patrimoine sociologique de leur pays. Les moyens, il n'y en a pas suffisamment, parce que vous savez, quand dans un pays tout est prioritaire, et les plus faciles, vous connaissez les secteurs les plus faciles à raboter. Bien sûr. Donc, je ne vous apprends rien, la culture a besoin vraiment d'un peu plus de moyens pour exploiter son riche potentiel qui dort à beaucoup de niveaux. Parce que si les gens parlent de scandale géologique, de scandale agricole, nous parlons de scandale culturel. D'accord. Il n'y a pas une seule parcelle de ce pays qui ne recèle pas une part du riche patrimoine historique. Malheureusement, non encore répertorié, donc non encore exploité. Donc, alors, pour terminer, qu'est-ce qui est prévu? Peut-être que, bon, vous n'êtes pas le ministère de la Culture, c'est l'État certainement qui doit prendre, mais peut-être que vous êtes, vu que vous êtes de l'association des écrivains, qu'est-ce qui est prévu? Des historiens de Guinée. Je suis le président. Qu'est-ce qui est prévu par rapport au... Je sais que certainement le corps va être ramené par rapport à l'inhumation. Qu'est-ce qui est prévu comme cérémonie? Bon, mais nous n'avons pas encore le programme des funérailles. J'étais allé hier dans la famille mortuaire. C'était justement pour prendre les informations. Parce qu'à tout moment, j'ai des appels qui me demandent qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Et pour un homme de culture, je crois, un symposium, un colloque s'imposerait tout naturellement pour au moins lui rendre les derniers honneurs qu'il mérite pour tout ce qu'il a fait sur le plan de l'éducation, sur le plan de la culture. Je crois qu'on ne le laissera pas passer inaperçu. Nous attendons d'être informés du programme officiel, soit au niveau de la famille, soit au niveau du gouvernement, pour que les historiens, les hommes de culture, parce que c'est un monsieur c'était un touche-à-tout. Alors, si tous ceux qui ont bénéficié de la production intellectuelle de Djibril Tamsir Niane bougent, je crois que le colloque ou le symposium pourra valablement lui rendre honneur. Au-delà de ce symposium, qu'est-ce qu'on peut
faire davantage pour immortaliser nos hommes de culture? Mafoudia. Pardon. Non, pour nous intellectuels, c'est déjà un La point. question se pose. On a vu par exemple La question au se Sénégal avec l'université Cheikh Anta Diop, des musées qui portent les noms. Est-ce qu'on peut aller sur ces terrains pour pouvoir retenir des noms? Juste ça. Cela relève de la compétence, disons, du pouvoir. Vous pouvez faire des propositions au pouvoir. Tout mon plaisir serait de donner le nom de Djibril Tamsir Niane, pourquoi pas à l'école de mon village, au lycée de Zérékouré, à l'université de Kankan, etc., etc. Mais ça ne se décide pas comme ça, il y a une discipline à observer. Le plus important, vous avez posé la question aux historiens. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Dans l'immédiat, ce qui est à notre portée, ce qui pourrait nous coûter moins cher, c'est produire, c'est exploiter justement notre intellect et organiser un symposium ou un colloque à l'intention de Djibril Tamsir Niane. Le reste, le moment viendra. Je crois que chacun sait ce que cet homme a représenté pour ce pays. Je crois qu'on n'a pas besoin de faire de leçons de morale à qui que ce soit. Ça va venir et je crois que les grandes gueules en feront le commentaire. Vous êtes le président des historiens de Guinée. Quel message vous adresseriez à la jeune génération pour l'amener justement à s'intéresser à cette branche si importante pour la vie d'un pays? C'est un message d'encouragement. C'est bien beau de courir derrière les nouvelles technologies de l'information, mais c'est aussi bien, sinon indispensable, de savoir d'où nous sommes venus. Nous nous voyons aujourd'hui à Conakry, mais nos racines sont loin de Conakry. Demandez aujourd'hui à beaucoup de jeunes gens le nom d'un animal de chez nous là-bas, ils ne peuvent pas vous le dire. Mais il est plus facile de donner plus de 10 noms de produits marins. Alors qu'ils viennent de Yomu, qu'ils viennent de Koundara, et n'ont aucune idée de ce que ce terroir a produit. Je crois donc, à côté, on ne les empêche pas de s'intéresser aux nouvelles technologies, mais de s'intéresser à l'histoire. Et aux responsables, surtout, d'arrêter de décourager, de démotiver les étudiants en leur disant l'histoire, ça n'apporte rien, la géographie, ça n'apporte rien, la philosophie. Si ces sciences existent, c'est parce que ceux qui les ont conçues en connaissent la portée. Si nous nous privons, nos jeunes générations, de ce créneau, on risque d'avoir des automates avec nous. C'est clair. C'est-à-dire qu'ils connaissent tout de l'ordinateur, mais rien de son village. Alors, vous voyez que c'est préoccupant. Ouais. Donc, c'est un travail qui nous revient, un travail de motivation au niveau des universités, que les gens se disent l'histoire apporte quelque chose, la géographie, ça apporte quelque chose, la philosophie, c'est pareil. Les grandes sociétés que nous envions, les grandes sociétés pour lesquelles beaucoup de nos jeunes gens meurent aujourd'hui dans le désert ou bien en Méditerranée, mais ils sont passés par là. Ils n'ont pas commencé par les nouvelles technologies. C'est bien après que ces nouvelles technologies sont arrivées. Et ça a trouvé... Le professeur Djibril Tamsir n'a jamais changé pour devenir un informaticien. Le professeur Kobele, c'est pareil. Nous autres, rien ne nous empêche. Moi, je prends mon ordinateur, je compose mes textes et je travaille. Mais je n'abandonnerai jamais l'histoire. Ce n'est d'ailleurs pas contradictoire. Les nouvelles technologies et l'histoire se complètent aujourd'hui. Ça se combine aujourd'hui. Beaucoup quand vous suivez les fouilles archéologiques et autres, sont traités à partir de l'ordinateur. Bon, donc je crois que... Vous êtes intéressé un peu à l'origine des Kissiens aussi? Parce qu'il y a des questions sur ça. Parce qu'on vous a dit que les Kissiens viennent de l'Afrique. Ça, c'est des histoires. C'est vraiment... c'est des histoires. Pas l'histoire, c'est des histoires. Donc, pour le moment... On ne sait pas d'où ils viennent. Non. De toutes les façons, ils vous disent, vous savez, il y a l'origine mythique des populations. On vous dit, on vient du Nord. C'est ce Nord-là qu'il faut rechercher. Oui. Lui, il sait. Jacques sait. Demandez à un parent d'où viennent les Kissiens et vous dites, Luangnam Flane, nous venons du Nord. C'est tellement vague, mais c'est aussi vague, mais aussi intéressant, parce que déjà, c'est une piste qui est ouverte. Pourquoi ils ne vous disent pas qu'ils viennent de l'Ouest? Ils vous disent qu'ils viennent du Nord. Donc, ça signifie que la piste est ouverte. Donc, ceux qui vous disent qu'il y en a au Cameroun, il y en a qui vous... C'est des informations de touristes. Okay. Parce que, oui, moi, ça m'a tellement passionné
quand j'étais étudiant, alors nous tympanisait, évidemment, c'est le professeur, le Sénégalais Cheikh Anta Diop, qui dans son livre n'a même pas fait de commentaire. Il a fait une simple flèche de l'Afrique de l'Ouest au Grand Lac. Il a mis dessus Kissi. Or, cette population qui est là-bas ne s'appelle pas Kissi, c'est Gissi. Vous voyez, bon, ça peut être une altération pour devenir de Gissi à Kissi, ok. Mais, historiquement, géographiquement, sociologiquement, rien de commun. Parce que j'ai eu l'avantage d'aller au Kenya. Dès que j'ai déposé ma valise à l'hôtel, ma première question, c'était de m'intéresser à ça. J'ai même jusqu'à maintenant des correspondants que j'échangeais avant d'y aller. Mais il n'y a absolument rien entre ces populations ici, des Grands Lacs, et ceux de l'Afrique de l'Ouest. Et s'il doit en avoir, imaginez de l'Afrique de l'Ouest, c'est des milliers de kilomètres. Il n'y a aucun transit. C'est-à-dire de Libéria jusqu'au Grand Lac, vous ne trouvez aucune trace quelque part. Pour dire, les Kishia auraient séjourné ici pendant un certain temps, il n'y en a pas. Par contre, quand vous prenez sur le court terme, puisque Jean Surekanal dit qu'il vient voir l'exploitation de ce fameux nord, lui il a pris juste au Fouta, du Fouta ils se sont dirigés vers la forêt, en transitant par Farana. Farana, ils ont continué. À Farana, vous avez effectivement des îlots qui sont entièrement enquistés en pays en Sankara. Donc, ça, c'est plus facile à reconstituer. Parce que plus loin, vous avez des Kishia et ils ont continué, ils ont traversé. Vous avez donc au Libéria, en Sierra Leone, vous en avez. Donc, ceux qui vous disent qu'il y en a au fond là-bas, bon, dites-leur que moi, historien, moi, je suis allé, je n'en ai pas trouvé. Parce que ce serait plus facile. C'est toute une histoire. Peut-être qu'on va l'inviter en studio pour c'est parler important, plus longuement de ça. L'important, quand on se regarde ici, il faut qu'on sache qui est qui. Moi, Jacques, à chaque fois, je lui demande, mais vous venez d'où? Voilà. Mais toi non plus, tu ne sais pas d'où vous venez. Non, moi, je recherche toujours. De toutes les façons, chacun vient de quelque part. De quelque part. Merci, madame. Ali Gilbert Ifono. C'est surtout ça qui est intéressant. Chacun vient de quelque part. Chacun vient de quelque part. Il faut l'apprendre. Ouais. Même si aujourd'hui nous vivons en osmose dans des centres urbains, mais cela ne nous coupe pas de nos racines, de nos arrières. Ces arrières-là, nous devons les maîtriser, nous devons les transmettre à nos enfants. Je crois que c'est, comme vous le dites, je crois qu'on va continuer à chercher une autre fois d'en parler plus longuement. Ali Gilbert Ifono, il est le président des historiens de Guinée, ancien ministre. Merci d'être passé dans ce studio. Merci. Et tout le plaisir a été pour moi de vous voir physiquement. J'ai apprécié les uns et les autres et je vous encourage. C'est pas facile. Mais bon, la vérité ne ressemble qu'à la vérité. Bien. Merci doyen. Les grandes gueules continuent sur Radio Espace Guinée. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Merci de nous écouter à la radio sur Fraternité FM du côté de Mamou à Farana. C'est Bambou FM qui relaie cette émission. Sola Media également relaie cette émission sur Facebook. Merci de nous regarder. Juste après, bien entendu, les grandes gueules sur guinée114.com. Nous continuons donc le débat ici en studio. Jacques Lewaleno, on parle de Covid-19, des cas constatés donc du côté de Kouroussa. Oui, nous l'avons appris, on l'a vu ce matin sur quelques médias en ligne et déjà on avait quand même quelques doutes lorsque nous avions appris la dernière fois qu'il y avait le Covid dans les établissements du côté de l'Abbé. C'est quand même assez inquiétant parce que si ça ne restait qu'ici à Conakry où il y a des centres de prise en charge qui sont tout proches ou bien entendu à certains endroits que les concessions scolaires ne soient pas menacées par cette pandémie, on pourrait bien entendu continuer à dire aux autorités oui, concentrez vos efforts sur la sensibilisation mais également sur la prise en charge des cas positifs parce que ce qui nous est arrivé l'année dernière, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'école
qui avaient été touchés par la pandémie, mais vu la communication qu'il y avait autour, la peur que tout le monde avait, l'État a été amené à fermer les écoles. Nous connaissons tous dans quelles conditions nos jeunes gens ont fait, n'est-ce pas, des examens de fin d'année avec des cours accélérés qui n'ont pas permis de maîtriser grand-chose. Finalement, ils ont été évalués. Moi, mon inquiétude aujourd'hui, c'est ça. Après la B, c'est Kouroussa. Il faudrait qu'au niveau du système éducatif, parce qu'il y a des moyens qui avaient été dégagés l'année dernière pour mettre à la disposition de tous les départements qui interviennent dans le système scolaire, dans le système éducatif, pour faire en sorte que les mesures d'hygiène soient totalement renforcées. Mais qu'on ne se limite pas seulement aux mesures d'hygiène, si on pouvait engager aussi des tests, les dépistages autour, n'est-ce pas, de tous ceux qui interviennent dans les établissements, ce serait intéressant. Par exemple, pour le cas de l'Abbé, c'est déjà connu, pour le cas de Kouroussa, c'est déjà connu. Il va falloir organiser dans ces préfectures-là aujourd'hui des dépistages pour voir s'il y a d'autres qui sont enseignants ou élèves qui portent le virus. Ça pourrait, n'est-ce pas, sécuriser d'autres établissements. Parce que si on laisse comme ça, la contamination est assez facile entre élèves parce qu'on peut les suivre quand ils sont en classe, mais quand ils sortent pour aller à la maison, personne n'est là pour veiller, n'est-ce pas, à ce qui pourrait, n'est-ce pas, arriver. Moi, c'est vraiment mon inquiétude là aujourd'hui pour les écoles. Ahmed Kamara qui nous rejoint. Bonjour Ahmed. Bonjour Yero. Voilà, quelle réaction par rapport à cette propagation de cette maladie, notamment dans le monde scolaire? Nous avons des spécialistes ici et ils savent bien que les enfants sont des nids. Les enfants conservent cette maladie et parfois ne font pas la maladie et propagent la maladie dans les familles. Donc si on ne s'y prend pas dès maintenant, comme Antoine l'a dit, je pense que c'est toute la Guinée qui risque d'être contaminée parce que chacun d'entre nous, nous avons au moins un enfant à l'école. Donc si l'enfant transporte à la maison, ben, ça veut dire que c'est toute la cellule familiale qui sera atteinte. Alors donc voilà pourquoi j'étais contre ce que Daouda disait hier, quand il disait de ne pas s'alarmer. J'ai dit bien qu'il faut s'alarmer. Ça, c'était hier. Hier, nous n'avons pas parlé des écoles. Aujourd'hui, on parle des écoles. Alors, demain, on parlera de quoi encore? Des marchés. Voilà, des marchés. Et après, donc, ainsi de suite. Alors, pour ne pas tomber dans une situation dramatique, je vous dis, dramatique, cette maladie tue des Noirs. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis que l'État est à peu près dans la même logique que sa population, qui pense que c'est une maladie qui est faite pour les autres, qui ne tue que les autres, puisque... on a beaucoup de grandes personnalités mais les gens savent que... Écoutez, lui parlait de renforcement des mesures d'hygiène dans les écoles. On renforce ce qui existe, et si ça n'existe pas, qu'est-ce qu'on va renforcer? Vous me parlez de par endroit. Est-ce qu'on doit parler de par endroit après une année? Après près de 100 morts, est-ce qu'on doit parler Il y a eu du relâchement dans la surveillance. Mais c'est ce relâchement qu'il faut éviter. Il ne faut pas accepter ce relâchement parce que la maladie existe encore. Alors, si les autorités ne prennent pas leurs responsabilités ou les dispositions qu'il faut absolument, ben, je vous dis que la situation risque d'être dramatique. On a vu dans certains pays comme le Mali, la situation était vraiment maîtrisée au début. Mais à un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de cas. Plus que la Guinée qui était même devant le Mali. Donc je pense que c'est des situations qui ne sont pas du tout à exclure. Les autorités doivent se bouger, qu'on trouve des centres pour ceux qui sont déjà malades. On ne peut pas. On sait comment ça se passe dans nos différentes familles. Les maisons ne sont pas aussi grandes, il y a beaucoup de personnes. Ouais. Et donc demander à ces malades de rester, les conditions ne sont vraiment pas réunies pour lui permettre pour l'autoconfinement. Alors qu'on essaie de trouver rapidement des endroits où on pourra placer des centres. Il y a des terrains vides, à Conakry. Donc je pense que l'État peut faire quelque chose à ce niveau. Alors, voici l'une des raisons pour lesquelles on demande aux différents États, surtout en Afrique, d'anticiper sur certaines crises, de préparer l'avenir, de mettre l'accent sur la planification. On fait ces études-là pour cela. On vient de recevoir un historien. Mais à côté, j'en parle parce qu'à côté, il y a des sociologues. À côté, il y a des techniciens qui peuvent, à partir de la démographie, qui peuvent prévoir certaines choses, qui peuvent aller dans des hypothèses. Si, avec une telle population concentrée dans la commune de Matoto, en cas d'épidémie, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'il faut préparer comme centre? Quelles sont les solutions que l'État peut apporter de façon rapide? Qu'est-ce qu'on peut faire à court, à long terme? Ce sont des choses qui se calculent. C'est comme ça qu'un État fonctionne. Vous parlez des écoles, mais on ne peut pas s'offrir le luxe de demander aux élèves
d'être assis deux par table. Il n'y en a même pas, il n'y a pas d'école. Il n'y en a pas. Comment vous allez vous offrir ce luxe? Ailleurs, on peut le faire. Les privés ou dans les universités privées beaucoup sont mortes, mais au niveau de l'élémentaire, vous n'avez pas déjà, vous avez un taux de scolarisation qui n'est pas du tout dense, qui ne permet pas à la Guinée de s'offrir le luxe de demander par exemple aux élèves de rester à la maison. On ne peut pas le faire déjà quand on a vu notre système éducatif malmené par les mois de grève qu'il a enregistré. On ne peut pas le faire. Vous avez déjà des zones où il n'y a même pas d'école. Donc, il y a une question liée à la scolarisation des jeunes Guinéens. Donc, avec cette maladie, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Je pense que c'est un constat qu'il y a une accumulation de retard. Faut-il peut-être opter pour la vaccination? Oui, c'est peut-être la solution. Mais à part cela, je ne vois pas une autre solution. Vous ne pouvez pas créer de distanciation. Ce sont des propos creux. Quand j'entends cela au niveau de nos autorités, les grandes gueules, s'adressant aux populations, ils savent très bien au fond d'eux-mêmes que c'est pas possible. Vous ne pouvez pas parler de distanciation ici, où chacun cherche son quotidien à côté de nous autres, dans le Magbana. Les transports publics sont pas en norme. Au niveau des marchés publics, ça ne va pas du tout. La femme, elle ne comprendra même pas c'est quoi la distanciation. Il faut qu'elle soit en contact avec son client pour lui faire vendre ses articles. Au niveau, puisqu'on parle des écoles, mais vous n'avez pas la possibilité d'avoir une salle de classe où vous mettrez 10 élèves, vous mettrez 30 élèves, c'est pas possible. La sensibilisation quand même l'infrastructure devrait n'est pas amener là. les gens à comprendre que c'est important la distanciation. Oui, mais Moïse, la distanciation, ou le port des masques. mais vous faites le choix. Parce que nous sommes déjà dans le saut de l'OPA. Vous faites le choix. Soit vous mettez les enfants à la maison, vous faites un roulement. Dans ce cas, l'État va devoir débourser. Le roulement est possible. Dans ce cas, l'État va devoir débourser de l'argent, ce qui n'est pas prêt à faire maintenant, parce qu'on nous demande de serrer la ceinture. Et dans les jours à venir, je sais qu'ils vont nous taper la tête avec une histoire de pétrole, d'essence. Alors, vous avez donc un État où on se demande où est l'argent. Il faut chercher de l'argent. L'État n'a pas ces moyens-là pour le faire maintenant. Même si la volonté y est, ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc on ne peut pas mettre les enfants à la maison, on ne peut pas faire de façon intermittente. On n'a pas assez de salles de classe. Mais pourquoi pas de façon intermittente? Parce que ça n'a pas été préparé, parce que ça demande deux équipes pédagogiques. C'est possible, bien entendu. Mais je suis réaliste au fait. Je suis réaliste compte tenu du fait que ça implique de nouveaux budgets qui ne sont pas prêts à décaisser, parce qu'il faut être réaliste. Donc, ce sont des choses qui se préparent. Nous sommes avec cette maladie. En quoi le roulement devrait impliquer de nouveaux budgets? Parce qu'il faut deux équipes pédagogiques. Les grandes gueules. Ça demande plus de ressources humaines. Donc, ça va créer des problèmes. Moi, je trouve qu'on n'est pas en train d'anticiper sur cette crise. Et vous voyez que la gestion du coronavirus, même si nous engageons quelques résultats par rapport à certains pays limitrophes, je dis que c'est pas mal. Mais on aurait pu mieux faire. On aurait pu mieux faire si on avait vraiment pris en main toute cette situation en anticipant sur certaines données. On ne l'a pas fait. Je trouve que ce sont les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Heureusement qu'il s'agit de jeunes gens. Donc, si on en croit à certains scientifiques, ils sont plus costauds, ils sont plus résilients. Sinon, on serait à des chiffres. Allez-y, Antoine, pour terminer. Moi, la question que je me pose, c'est que vaut la parole de l'État ou encore la décision de l'État vis-à-vis du peuple. On a décidé que les mariages et baptêmes sont interdits, les cérémonies funèbres sont interdites, sauf que sur le terrain, les choses se font de plus belle. Ah non, Antoine, hier vous étiez contre ici, quand je parlais. Non, en fait, vous avez dit que c'était respecté. Vous ne comprenez, non, je comprends très bien. Le port du masque. Ne comparez pas le port du masque et ce dont je parle. Le port du masque, c'est la mesure la plus respectée dans ce pays depuis que ça a commencé. Selon vous. Faites le constat. Selon vous. En tout cas, c'est la plus respectée. En tout cas, on est tous de l'autre côté, je constate depuis le week-end qu'il y a une accumulation de cérémonies de mariage. Et cela se fait où? Dans les mairies et dans les familles. Alors, on nous a appris à travers ce décret du chef de l'État que tout était interdit. Alors, si l'interdiction émise par l'État n'est pas respectée à la base et même par les mairies, mais je me demande pourquoi lutter contre la maladie si à la base ce n'est pas respecté. Il y a eu cette action des populations de Gouéké contre ce centre de vaccination. Je l'ai appris. On dit que le centre a été attaqué et tout cela. Cela prouve à suffisance que le message n'a pas été compris. Remi Lama, le ministre, s'est déplacé pour aller sensibiliser la communauté par rapport à la dangerosité de Ebola. Mais malheureusement, le message n'a pas été bien perçu parce que jusqu'à ce jour, les populations de ce côté ne croient pas en l'existence d'Ebola.
Elle n'y croit pas du tout. Et la conséquence a été cette action malheureuse contre ce centre de vaccination. Ce qui fait qu'on se demande bien ce que va faire l'État désormais pour aller faire comprendre à la population du Sud, surtout de Gouéké, mon village, que cette maladie existe bel et bien et qu'il faut y croire et faire en sorte que ce soit combattu. Bien. De l'autre côté, pour clore, Madame Hierro, j'insiste sur l'aspect des cérémonies. Si on a pris la mesure de l'interdire et qu'on admet certaines choses qui, pour moi, doivent être interdites aussi, il faudrait qu'on fasse en sorte de la faire respecter, parce que sur le terrain, il y a même des ministres qui vont à l'encontre de la mesure, et même des leaders d'opinion qui le font. Je me dis qu'il va falloir... L'État doit tout simplement prendre ses responsabilités à suivre. Dans la deuxième partie, on parlera de déguerpissement, mais aussi de cette attaque au couteau au niveau du Palais du Peuple. Restez avec nous. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.